C'était peut-être par masochisme, j'étais déjà convaincu que ce film, que j'ai adoré dans mon adolescence, était une bouse, mais je suis allé voir Kill Bill The Whole Bloody Affair au cinéma. Kill Bill d'une traite, 4h30 de séance. On nous a vendu à l'époque un blockbuster, mais il est évident que Kill Bill est un film indépendant, au sens où on l'entendait à l'ère de l'hégémonie Weinstein. Un truc à plusieurs dizaines de millions de dollars quand même. Tarantino et Weinstein ont profité de la force du dollar comparé au yuan, à l'époque des USA engagés en Irak, pour se payer des décors et des techniciens asiatiques à une fraction de ce qu'ils auraient coûté aux États-Unis. Un bricolage économique qui s'écroule près d'un demi-siècle plus tard. Le film fait faucher, souvent cheap, et l'image a vieilli. Kill Bill n'est pas un épique de studio, c'est une longue session de masturbation référentielle d'un auteur à qui on disait oui au moindre caprice. À croire qu'on aimait les exercices pop en 2003-2004 au point de trouver toutes les idées de Kill Bill géniales. Elles sont en réalité, pour la plupart, absolument connes. Le film prend trop son temps pour ce qu'il a à raconter, à savoir pas grand-chose. Il dédie presque un métrage entier à l'origin story du personnage de Lucy Liu et rien aux autres. Pourtant, Lucy Liu ne représente qu'un cinquième des méchants du film. Nous n'apprenons pas grand-chose sur Bill, le plus intéressant, le méchant central dont tout découle. Il ne restera qu'un titre, et un magnifique chant du cygne pour David Carradine. C'est au moins ça. Un dernier pas sur la musique de Navajo Joe par Ennio Morricone. Le monde imaginé par l'auteur fonctionne si peu qu'il a besoin de monologues explicatifs et de flashbacks pour exister. La bataille finale du premier volet est longue, jamais crédible. Tarantino voulait tester la limite de son talent, s'essayer à la prouesse d'action. Il échoue globalement. Les films de la Shaw Brothers dont il s'inspire sont restés visuellement plus excitants 50 ans après leur sortie. Je distingue le cinéma de genre du cinéma de genre cannois. La série B labellisée Cannes garde toujours une distance ironique vis-à-vis de son sujet. Elle rassure le bourgeois en lui disant « Nous sommes bien conscients de jouer aux grands enfants ». Un procédé d'auto-enlaidissement préventif qui sert à éviter l'échec. Comme il est difficile de refaire To Live and Die in LA ou un épisode de Zatoichi par Kenji Mizumi, on fait Drive ou Kill Bill, en disant que c'est quand même un peu pour rire. La Gen Z n'aime pas James Bond. Le fait qu'un homme alpha blanc puisse se balader de pays en pays, tuer et baiser sans rencontrer la moindre difficulté, l'agace. On parle de rêve de boomer. On peut en effet lier le Bond de conneries aux Trente Glorieuses à un Occident dominant le monde. Le Bond de Craig était peut-être un adieu souhaitable au mythe. Vu l'état de délabrement du Royaume-Uni, on va avoir du mal à croire à James Bond dans les années ou les décennies qui viennent. On peut voir une similitude entre l'auteur et James Bond. Tarantino a dominé le monde culturel, surtout en Europe, à une époque où la pop culture se gentrifiait via le Festival de Cannes. Sa palme d'or pour Pulp Fiction a d'ailleurs été le coup d'envoi de ce phénomène. Il a joui du statut rare de rockstar à qui on passe tout, avant la cancel culture, MeToo, l'ère de la VOD et la démocratisation des animés. Il a profité d'une porte ouverte quelques instants au début de la décennie 90 qui s'est violemment refermée en 2015. Sur un quart de siècle, il a fait son beurre et entériné son prestige. Aujourd'hui, James Bond fait des pubs pour les voitures électriques chinoises, Weinstein est incarcéré à Rikers Island et Tarantino, dans un éclat de lucidité, a décidé que son dernier film ne s'appellerait pas The Movie Critic parce que, je le cite, qui irait voir un film sur un putain de critique de cinéma? Tarantino n'est plus dans le coup. Pour lancer le retour de son Kill Bill, il a voulu faire une collaboration avec Fortnite. Fortnite est le troisième jeu le plus joué au monde, avec 110 millions de joueurs actifs, principalement des jeunes. Eh bien apparemment, les jeunes se foutent de Kill Bill et des fantasmes d'adolescentes japonaises tueuses de Tarantino. Même pas 1 million de vues, 7 mois après sa sortie, pour le chapitre inédit de Kill Bill réalisé avec le moteur du jeu. Une sentence qui résume bien l'affaire. Au cinéma où je suis allé voir le film, il n'y a qu'une séance tous les 10 jours. C'était une petite salle, il y avait encore des fauteuils libres et pas beaucoup de jeunes. L'audience de Tarantino a vieilli. J'ai fait partie du public adolescent puis jeune adulte qui allait voir ses films. C'est toujours douloureux en tant qu'audience de se voir vieillir. Moins douloureux que de vieillir tout court, mais douloureux quand même. La nullité de Kill Bill m'aide à accepter que le temps soit passé. Nous pouvons désormais rire, comme des adultes, de ce qui faisait briller nos yeux plus de 20 ans en arrière, d'y voir des bêtises, de nous réjouir de gagner en profondeur, en discernement, en goût. Tarantino est sans doute un amuseur qui n'a cessé pendant 2 décennies de nous crier qu'il était un auteur majeur
repris par les critiques qui n'ont rapidement plus été en droit de dire le contraire. Quand toute une socioculture loue un artiste, le critiquer revient à s'exclure du groupe social. Il y avait en réalité bien mieux au cinéma à son époque. Les films d'Edward Zwick, par exemple, Le Dernier Samouraï ou Blood Diamond. Je ne les regarde plus, mais dans ma tranche d'âge, ils plaisent encore. Et ils ne sont pas ridicules pour les nouvelles générations qui les découvrent aujourd'hui. À l'époque, on y voyait des produits hollywoodiens un peu creux, là où on prêtait à Kill Bill une certaine profondeur. Kill Bill, qui n'est même plus aujourd'hui édité en Blu-ray. Il le sera peut-être bientôt de nouveau, à l'occasion de la sortie de ce montage final. Tarantino a fait rêver des millions d'aspirants réalisateurs parce qu'il a eu son ticket d'or pour ce que l'on appelait alors l'industrie du rêve et qui ne fait plus rêver grand monde aujourd'hui. J'ai été ce gamin, j'ai eu ce rêve. La vraie vertu de Kill Bill aura été de faire découvrir un cinéma asiatique méconnu chez nous jusque-là et, par extension, des mangas et des œuvres littéraires. C'est déjà magnifique quand on y pense. Le film est également la relique d'une époque où l'inspiration n'était pas présentée comme de l'appropriation culturelle. On vivait encore à l'heure de la world music. Un quart de siècle plus tard, j'ai plaisir à écouter Meiko Kaji sur YouTube, une plateforme américaine, car on ne trouve plus ces disques à Akihabara. Comme les êtres, les œuvres survivent et meurent, connaissent parfois des mutations. Kill Bill n'a pas gardé grand-chose de sa superbe d'antan, mais il aura peut-être réussi, un court instant, à ouvrir nos regards sur autre chose.